Imaginez-vous perdre votre emploi du jour au lendemain, puis vous faire jeter dehors par la personne que vous aimez le plus au monde. C'est exactement ce qui est arrivé à Claire Dubois, une femme de 35 ans qui pensait avoir une vie parfaitement normale. Mais ce que son mari Marc ne savait pas, c'est que derrière cette façade d'employé de bureau ordinaire se cachait un secret qui allait tout changer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos histoires incroyables. Claire venait de recevoir la nouvelle la plus dévastatrice de sa carrière. Après 15 ans de service dévoué dans une entreprise de comptabilité, elle était licenciée pour restructuration économique. Les mots résonnaient encore dans sa tête alors qu'elle rentrait chez elle, les jambes tremblantes et le cœur lourd. Elle avait toujours été une employée modèle, arrivant tôt, partant tard, ne prenant jamais de congé maladie. Mais rien de tout cela n'avait compté face aux impératifs financiers de l'entreprise. En ouvrant la porte de son appartement parisien, Claire espérait trouver du réconfort auprès de Marc, son mari depuis 8 ans. Mais ce qu'elle découvrit la figea sur place. Marc l'attendait, assis dans le salon, ses valises déjà préparées à côté de lui. Son visage était dur, déterminé, comme elle ne l'avait jamais vu. « Je sais pour ton travail, dit-il froidement. Mon collègue travaille dans ta boîte. Tu y es very, Claire. Viré. Le mot claqua comme une gifle dans l'air tendu du salon. Claire sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Non seulement elle venait de perdre son emploi, mais apparemment, elle était sur le point de perdre bien plus encore. Marc se leva, ses yeux évitant soigneusement le regard suppliant de sa femme. « Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne peut pas subvenir à ses besoins, continua-t-il avec une cruauté qui la surprit. J'ai une réputation à maintenir, des projets d'avenir. Je ne peux pas me permettre d'être associé à une ratée. » Mais ce que Marc ignorait complètement, c'est que cette ratée, qu'il s'apprêtait à abandonner cachait un secret qui aurait pu changer leur vie à jamais. Attendez de découvrir ce que Claire cache vraiment. Le licenciement de Claire avait été aussi brutal qu'inattendu. Ce matin-là, elle était arrivée au bureau comme d'habitude, son café à la main et son sourire habituel aux lèvres. Elle saluait ses collègues, vérifiait ses emails, se préparait pour une journée qu'elle pensait ordinaire. Mais à 10h30 précise, M. Bertrand, le directeur des ressources humaines, était venu la chercher. « Claire, pourriez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît ?» avait-il demandé avec un ton qui ne présageait rien de bon. Le bureau était froid, impersonnel. Bertrand avait évité son regard pendant qu'il lui expliquait la situation. Restructuration, compression de personnel, décision difficile mais nécessaire, tous ces mots techniques pour masquer une réalité simple, elle n'était plus désirée. 15 années de loyauté, de nuits blanches passées sur des dossiers complexes, de week-ends sacrifiés pour boucler les bilans trimestriels, tout cela ne comptait plus. « Vous avez 1 heure pour vider votre bureau », avait-il ajouté, comme si elle était devenue soudainement dangereuse pour l'entreprise. Claire avait rassemblé ses affaires personnelles sous les regards gênés de ses collègues. Certains lui avaient murmuré des mots de soutien, d'autres avaient détourné les yeux, soulagés de ne pas être à sa place. Elle avait glissé dans son sac sa petite plante verte, ses photos de famille, et un carnet de cuir rouge qu'elle gardait toujours dans le tiroir de son bureau. Ce carnet que personne n'avait jamais vu, et pour cause. Le trajet en métro jusqu'à chez elle avait été un cauchemar. Chaque station qui défilait la rapprochait de la confrontation qu'elle redoutait. Comment annoncer à Marc qu'elle venait de perdre son emploi? Comment lui expliquer qu'ils allaient devoir se serrer la ceinture pendant qu'elle chercherait du travail? Marc qui aimait tant leur train de vie, leur sortie au restaurant, leur week-end à Deauville. En arrivant devant leur immeuble haussmannien du 16e arrondissement, Claire avait pris une grande inspiration. Elle connaissait Marc, elle savait qu'il ne prendrait pas bien la nouvelle, mais jamais elle n'aurait imaginé sa réaction. Jamais elle n'aurait pensé qu'il puisse être aussi impitoyable. Maintenant, face à ses valises et au regard froid de son mari, Claire réalisait qu'elle ne l'avait peut-être jamais vraiment connu. L'homme qu'elle avait épousé, celui qui lui promettait de l'aimer, pour le meilleur et pour le pire, venait de montrer son vrai visage au premier obstacle. « Tu as 30 minutes pour prendre tes affaires et partir », déclara Marc en consultant sa montre de luxe. « J'ai rendez-vous avec un client important ce soir, je ne peux pas me permettre que tu sois encore là. » Claire sentit quelque chose se briser en elle, mais étrangement, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était aussi une forme de libération. Marc ne savait pas qu'en la jetant dehors, il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Mais que cachait donc Claire dans ce mystérieux carnet rouge? Les 30 minutes que Marc lui avait accordées passèrent dans un silence glacial. Claire monta dans leur chambre, celle qu'ils avaient partagée pendant 8 ans, et commença méthodiquement à rassembler ses affaires. Chaque objet qu'elle plaçait dans sa valise lui rappelait un souvenir, cette robe qu'elle portait lors de leur premier anniversaire, ce livre qu'il lui avait offert pour son dernier anniversaire, ces boucles d'oreilles qu'elle avait achetées pour leur mariage. Marc était resté en bas, probablement pour éviter toute confrontation émotionnelle. Il avait toujours détesté les scènes, préférant la froideur de la logique à la chaleur des sentiments. Claire l'entendait faire les 100 pas dans le
salon, consultant sans doute ses emails professionnels comme si de rien n'était. En rangeant ses bijoux, Claire s'arrêta sur une petite boîte en velours bleu qu'elle gardait tout au fond de sa table de nuit. À l'intérieur se trouvait une clé ancienne, en cuivre patiné, attachée à une chaîne en or fin. Cette clé, Mark ne l'avait jamais vue. Personne ne l'avait jamais vue. Elle la glissa discrètement dans la poche intérieure de sa veste, là où elle serait en sécurité. « Claire! Ton temps est écoulé !» cria Mark depuis le rez-de-chaussée. Elle descendit avec ses 2 valises, le cœur battant mais la tête haute. Mark l'attendait près de la porte, les bras croisés, l'air impatient. Il ne proposa même pas de l'aider avec ses bagages. « Où vas-tu aller » demanda-t-il, plus par curiosité que par inquiétude. « Ne t'en fais pas pour moi » répondit Claire d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru possible. « J'ai mes ressources. » Mark ricana. « Tes ressources » Claire, soyons sérieux. Tu viens de perdre ton emploi, tu n'as pas d'économie substantielle, tes parents sont morts depuis longtemps. Où vas-tu aller ? Dans un foyer. Cette remarque cruelle fit monter les larmes aux yeux de Claire, mais elle les retint. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Tu serais surpris de ce que tu ne sais pas sur moi, Mark. Ah oui ? Il se rapprocha d'elle, son sourire méprisant bien visible. Éclaire-moi donc. Qu'est-ce que je ne sais pas sur ma petite comptable de femme ? Claire le regarda droit dans les yeux. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle ne baissa pas le regard face à son arrogance. Tu le découvriras bien assez tôt. Elle se dirigea vers la porte, ses valises à la main. Mark la suivit, visiblement agacé par son attitude qu'il ne reconnaissait pas. Claire, arrête ce petit jeu. Tu n'as nulle part où aller. Reconnais-le et peut-être qu'on pourra trouver un arrangement. Elle se retourna une dernière fois vers lui. Un arrangement ? Comme quoi ? Que je reste ici en tant que domestique gratuite en attendant de retrouver du travail. Ce ne serait pas si mal, répondit-il avec un haussement d'épaules. Tu pourrais t'occuper de la maison, faire la cuisine, le ménage. En échange, tu aurais un toit. Claire sentit une rage froide l'envahir. Cet homme qu'elle avait aimé, pour qui elle avait sacrifié tant de choses, la traitait maintenant comme une moins que rien. Mais il ne savait pas qu'en agissant ainsi, il venait de réveiller quelque chose en elle qu'elle avait enfoui depuis très longtemps. Au revoir, Mark, dit-elle simplement en ouvrant la porte. Tu reviendras, lui cria-t-il alors qu'elle s'éloignait dans le couloir. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tu n'es rien sans moi. Mais Claire ne se retourna pas. Elle savait quelque chose que Mark ignorait, elle n'avait jamais eu besoin de lui. Et très bientôt, il allait le découvrir de la façon la plus douloureuse qui soit, que contenait donc cette mystérieuse clé qu'elle cachait si précieusement. Une fois dans la rue, Claire héla un taxi et donna une adresse que le chauffeur ne reconnut pas immédiatement. C'est dans le 7e arrondissement, Press des Invalides, Précis-ATL. Le trajet se déroula en silence, Claire regardant défiler les rues de Paris à travers la vitre, son esprit bouillonnant de pensées contradictoires. 20 minutes plus tard, le taxi s'arrêta devant un petit hôtel particulier discret, niché entre 2 immeubles plus imposants. La façade en pierre de taille était élégante mais discrète, ornée de balcons en fer forgé et de volets bleus. Une plaque dorée près de l'entrée indiquait simplement « Résidence Montclair ». Claire paya le chauffeur et se dirigea vers l'entrée. Elle sortit la clé en cuivre de sa poche et l'inséra dans la serrure ancienne. Le mécanisme tourna parfaitement, comme s'il avait été entretenu régulièrement. Elle poussa la lourde porte en chêne et pénétra dans un hall d'entrée somptueux. Le sol en marbre noir et blanc formait un damier parfait, tandis qu'un lustre en cristal diffusait une lumière dorée. Un escalier en colimaçon menait aux étages supérieurs, ses rampes en fer forgé ouvragées témoignant du raffinement de l'époque haussmannienne. L'air sentait la cire d'abeille et les fleurs fraîches. « Mademoiselle Claire ?» Une voix douce la fit se retourner. Une femme d'une 60aine d'années, élégamment vêtue d'un tailleur gris perle, s'approchait d'elle avec un sourire chaleureux. « Je suis Madame Rousseau, la gouvernante. Nous vous attendions. Claire Franca Sourcils. Vous m'attendiez ? Mais comment ? Monsieur Beaumont nous a prévenus de votre arrivée, expliqua Madame Rousseau en prenant délicatement les valises de Claire. Il a dit que vous pourriez avoir besoin de la résidence plus tôt que prévu. Le nom de Beaumont fit tressaillir. Claire. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas entendu ce nom, des années qu'elle avait essayé d'oublier cette partie de sa vie. Mais apparemment, certaines personnes n'oubliaient jamais. Monsieur Beaumont est-il ? Comment que Claire ? Il vous attend dans le salon bleu, l'interrompit gentiment la gouvernante. Voulez-vous d'abord vous rafraîchir ou préférez-vous le voir immédiatement ? Claire hésita. Elle n'était pas sûre d'être prête pour cette confrontation avec son passé. Mais après ce qu'elle venait de vivre avec Mark, elle sentait qu'il était temps d'arrêter de fuir. Je vais le voir maintenant, décida-t-elle. Madame Rousseau la guida à travers un couloir orné de tableaux anciens et de meubles d'époque. Ils s'arrêtèrent devant une porte en acajou sculpté. La gouvernante frappa discrètement et une voix grave répondit « Entrez ». Claire pénétra dans un salon aux murs tendus de soie bleue, meublé d'antiquités précieuses.
Près de la cheminée en marbre, un homme d'une soixantaine d'années se leva d'un fauteuil Voltaire. Grand, distingué, avec des cheveux gris argentés. Parfaitement coiffé et des yeux d'un bleu perçant, il portait un costume 3 pièces impeccable. « Ma chère Claire, dit-il en s'approchant d'elle, les bras ouverts. Cela fait si longtemps. Bonjour, oncle Henri, murmura Claire, émue malgré elle. Henri Beaumont n'était pas vraiment son oncle, mais il avait été le meilleur ami de son père et son tuteur officieux après la mort de ses parents. Un homme mystérieux, aux affaires florissantes mais discrètes, qui avait disparu de sa vie quand elle avait décidé de mener une existence normale. J'ai appris pour ton emploi, dit-il en la serrant dans ses bras. Et pour ton mari. Je suis désolé, ma chérie. Claire S.E. Rate it. Comment savez-vous pour Marc? Henri sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ma chère enfant, crois-tu vraiment que j'ai cessé de veiller sur toi? Même quand tu as choisi de t'éloigner de notre monde. Notre monde. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Claire comme un écho du passé qu'elle avait tenté d'oublier. Un monde fait de secrets, de richesses cachées et de pouvoirs invisibles. Mais quel était exactement ce monde que Claire avait quitté, et pourquoi Henri Beaumont semblait-il tout savoir de sa vie? Henri invita Claire à s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir bordeaux qui faisait face à la cheminée. Il servit 2 verres de cognac d'une carafe en cristal et lui en tendit un. Claire l'accepta, ses mains tremblant légèrement. « Tu te souviens de ton père, n'est-ce pas » commença Henri, son regard se perdant dans les flammes qui dansaient dans l'âtre. « Bien sûr, répondit Claire. Papa était antiquaire. Il avait une petite boutique près de Saint-Germain-des-Prés. » Henri eut un sourire nostalgique. « C'est ce que nous voulions que tu crois, ma chérie. Ton père était effectivement passionné d'antiquité, mais sa véritable activité était, disons, plus complexe. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Que voulez-vous dire? Philippe Dubois était l'un des plus grands experts en œuvres d'art volées d'Europe, révéla Henri calmement. Il ne les volait pas lui-même, bien sûr. Il était celui qui les authentifiait, qui trouvait les acheteurs discrets, qui organisait leur retour vers leurs propriétaires légitimes, moyennant une commission substantielle. Le monde de Claire. Vasella. Son père, cet homme doux et cultivé qui lui lisait des histoires le soir, qui l'emmenait au Louvre tous les dimanches, était un. Quoi exactement? Il n'était pas un criminel, s'empressa d'ajouter Henri, voyant l'expression horrifiée de Claire. Philippe était un homme d'honneur. Il récupérait des œuvres spoliées pendant la guerre, des pièces volées dans des musées, des trésors familiaux perdus. Il les rendait à leurs propriétaires légitimes ou à leurs héritiers. C'était sa mission, sa passion. Et vous? Demanda Claire d'une voix faible. J'étais son associé, son ami, et après sa mort, le gardien de son héritage. Un héritage. Qu'il t'a légué, Claire. Henri se leva et se dirigea vers un secrétaire ancien. Il en sortit un dossier épais qu'il posa sur la table basse entre eux. Quand tes parents sont morts dans cet accident de voiture, tu n'avais que 17 ans. Tu étais bouleversé, perdu. Tu as voulu oublier tout ce qui touchait à leur monde, mener une vie normale, ordinaire. Je l'ai respecté. Mais j'ai continué à gérer l'héritage de ton père en ton nom. Claire ouvrit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur, des documents bancaires, des certificats d'authenticité, des photos d'œuvres d'art, des contrats. Et des chiffres qui lui donnèrent le vertige. 15 millions d'euros, murmura-t-elle en regardant le dernier relevé bancaire. 15 millions et demi, pour être précis, corrigea Henri. Plus les œuvres d'art stockées dans nos coffres privés, évaluées à environ 8 millions supplémentaires. Sans compter cette résidence et 2 autres propriétés à Londres et à Genève. Claire laissa tomber les documents, sous le choc. Pendant toutes ces années où elle comptait chaque centime, où elle s'inquiétait pour les factures, où elle acceptait les humiliations de Marc par peur de l'insécurité financière, elle était en réalité millionnaire. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Parce que tu avais choisi une autre vie, répondit Henri avec douceur. Tu voulais être Claire Dubois, la comptable ordinaire, pas Claire Dubois, l'héritière d'un empire secret. Je respectais ton choix. Mais maintenant. Il marqua une pause, observant attentivement le visage de Claire. Maintenant, ton mari t'a jeté dehors comme une malpropre, croyant que tu n'étais rien. Il va avoir une surprise de taille. Claire sentit quelque chose changer en elle. La femme soumise et effacée qu'elle avait été pendant des années laissait place à autre chose. Quelque chose de plus fort, de plus déterminé. Mais comment allait-elle utiliser cette révélation stupéfiante, et quelle serait sa vengeance? Contre l'homme qui l'avait si cruellement abandonné. Madame Beaumont, dit Marc en se penchant légèrement vers elle, votre accent. Il me rappelle quelqu'un. Auriez-vous vécu à Paris longtemps? Claire sentit son cœur s'accélérer, mais elle garda son sang-froid. J'ai effectivement passé quelques années en France dans ma jeunesse, répondit-elle avec un léger sourire. Mais j'ai beaucoup voyagé depuis. Marc plissa les yeux, l'étudiant plus attentivement. C'est étrange, j'ai vraiment l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. Peut-être lors d'un événement professionnel. C'est possible, répliqua Claire avec désinvolture.
je participe à de nombreuses conférences internationales. Martineau, sentant une certaine tension, s'empressa de reprendre le contrôle de la réunion. Madame Beaumont, quels seraient les délais pour une décision de vos associés suisses? Mes associés sont des gens qui prennent leurs décisions rapidement quand un projet les intéresse, répondit Claire. Je peux vous donner une réponse de principe d'ici la fin de la semaine. Cependant, j'aimerais d'abord rencontrer individuellement certains membres de votre équipe pour mieux comprendre leur vision. Elle tourna son regard vers Marc. Monsieur Leclerc, par exemple. Votre présentation était remarquable. Seriez-vous disponible pour un déjeuner demain? J'aimerais approfondir certains aspects de votre stratégie. Marc rougit légèrement, flatté par l'attention de cette femme visiblement fortunée et influente. Bien sûr, ce serait un honneur. Parfait. Retrouvons-nous au Bristol à 13h. Je réserverai une table. Le Bristol. Marc n'en revenait pas. C'était l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris, où il n'avait jamais eu les moyens de mettre les pieds. Cette femme ne plaisantait manifestement pas avec le luxe. Après la réunion, alors que Claire quittait les bureaux, Marc la raccompagna jusqu'à l'ascenseur. Madame Beaumont, puis-je me permettre une question indiscrète? Je vous écoute. Êtes-vous mariée? Demanda-t-il avec son sourire le plus charmeur. Claire feignit la surprise. Quelle question directe. Non, monsieur Leclerc, je ne suis pas mariée. Les affaires occupent tout mon temps. C'est dommage, murmura Marc. Une femme comme vous. Une femme comme moi, elle encouragea Claire. Belle, intelligent, independent. Vous devez avoir de nombreux prétendants. Claire sourit mystérieusement. J'ai appris à me méfier des hommes qui s'intéressent plus à mon portefeuille qu'à ma personnalité. Marc eut l'air gêné. Je ne pensais pas à cela, bien sûr. Bien sûr, répéta Claire avec ironie. L'ascenseur arriva et Claire y entra. À demain, monsieur Leclerc. J'ai hâte de mieux vous connaître. Les portes se refermèrent sur le visage troublé de Marc. Dans la voiture qui l'emmenait, Claire appela Henri. Comment cela s'est-il passé? Demanda-t-il. Parfaitement. Il a failli me reconnaître à un moment, mais il est trop arrogant pour imaginer que sa pathétique ex-femme puisse être cette femme d'affaires sophistiquée. Et le déjeuner de demain? Il va être instructif, répondit Claire avec un sourire carnassier. J'ai l'intention de lui faire comprendre exactement quel genre d'homme il est. Face attention, ma chérie. Ne révèle pas ton jeu trop tôt. Ne vous inquiétez pas. J'ai un plan. Mais ce que Claire ne savait pas, c'est que Marc avait déjà commencé ses propres recherches sur la mystérieuse Madame Beaumont. Et ce qu'il allait découvrir risquait de bouleverser tous ses plans. Que cachait donc Marc, et comment allait-il réagir en découvrant la véritable identité de son invité? Le lendemain matin, Marc arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas dormi de la nuit, hanté par le visage de cette mystérieuse Madame Beaumont. Quelque chose chez elle le troublait profondément, au-delà de la simple attraction qu'il ressentait pour cette femme élégante et fortunée. Et elle s'installa à son ordinateur et commença ses recherches. Beaumont International Investment ne donnait que très peu de résultats sur Internet. Quelques mentions dans des journaux financiers suisses, mais rien de concret sur l'identité des dirigeants. C'était étrange pour une société prétendument si importante. Tu travailles déjà? Lui demanda son collègue Thomas en arrivant avec son café. Je fais des recherches sur notre potentielle investisseuse, répondit Marc sans lever les yeux de son écran. Ah, la belle Madame Beaumont. Elle t'a fait de l'effet, on dirait. Marc rougit. C'est professionnel, Thomas. Quelque chose me dérange chez elle. Quoi donc? Le fait qu'elle soit riche, belle et célibataire. Non, c'est autre chose. J'ai l'impression de la connaître, mais je n'arrive pas à me rappeler d'où. Thomas haussa les épaules. Tu as peut-être croisé sa photo dans un magazine économique. Ces gens-là sont souvent médiatisés. Mais Marc n'était pas convaincu. Il continua ses recherches, élargissant ses critères. Il chercha des photos de dirigeantes d'entreprises suisses, des articles sur des femmes d'affaires influentes, des reportages sur le monde de la finance internationale. Rien. Vers 11h, il reçut un appel qui allait tout changer. Marc? C'est Sylvie. La voix de sa maîtresse était tendue, presque paniquée. Sylvie? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit de ne pas m'appeler au bureau. Marc, il faut qu'on se voie. C'est urgent. Je ne peux pas maintenant, j'ai un déjeuner important. Justement. C'est de ça que je veux te parler. Cette femme avec qui tu déjeunes. Madame Beaumont. Marc Figia. Comment tu connais ce nom? Parce qu'elle est venue à la boutique hier soir, juste avant la fermeture. Elle a acheté pour 15 000 € de bijoux, comme ça, sans hésiter. Mais ce n'est pas ça le plus bizarre. Quoi alors? Elle m'a posé des questions sur toi, Marc. Elle savait que tu étais mon ami. Elle connaissait ton nom, ton travail, même l'adresse de ton appartement. Le 5 de Marc Glocka. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle m'a demandé depuis combien de temps nous nous connaissions, si tu étais généreux avec moi, si tu m'avais parlé de ta femme, ma femme. Marc sentit sa gorge se serrer. Oui. Elle savait que tu étais marié. Elle m'a même dit que ta femme s'appelait Claire et qu'elle venait de perdre son travail.
Marc raccrocha brutalement, le cœur battant à tout rompre. Comment cette femme pouvait-elle connaître tous ces détails? Sur sa vie privée? Et surtout, pourquoi s'intéressait-elle à Claire? Il se leva précipitamment et se dirigea vers les archives de l'entreprise. Il devait vérifier quelque chose, une intuition folle qui venait de lui traverser l'esprit. Il sortit le dossier de recrutement qu'il avait constitué il y a quelques années, quand Martineau cherchait une comptable externe pour certains dossiers. Claire avait postulé à l'époque, mais n'avait pas été retenue. Elle ouvrit le dossier et tomba sur la photo d'identité de Claire qu'elle avait jointe à son CV. Une photo prise il y a 5 ans, où elle avait les cheveux plus longs et portait des lunettes. Mais les yeux, ses yeux verts si particuliers. Mon Dieu, murmura-t-il en comparant mentalement cette photo avec le visage de Madame Beaumont. C'était impossible. Claire était une petite comptable sans le sou qu'il avait jeté dehors il y a une semaine. Comment pourrait-elle être cette femme d'affaires millionnaire? Mais plus il y réfléchissait, plus les pièces du puzzle s'assemblaient. L'accent, le regard, cette façon qu'elle avait eue de sourire quand il avait parlé des hommes intéressés par l'argent. Marc regarda sa montre. 12h30, dans une demi-heure, il allait déjeuner avec celle qui était peut-être sa propre ex-femme déguisée. Mais si c'était vraiment Claire, cela signifiait qu'elle lui avait menti pendant 8 ans sur sa véritable identité. Et si elle était vraiment riche, pourquoi avait-elle vécu comme une femme ordinaire? La vérité était-elle encore plus choquante que ce que Marc imaginait? Marc arriva au Bristol avec 15 minutes d'avance, l'estomac noué par l'angoisse. Il avait passé le trajet en taxi à se convaincre qu'il se trompait, que c'était impossible. Mais au fond de lui, il savait. Cette démarche élégante, cette façon de pencher légèrement la tête quand elle réfléchissait, ce petit geste qu'elle faisait avec sa main gauche quand elle était concentrée. Tous ces détails qu'il n'avait pas remarqués la veille lui revenaient maintenant avec une clarté aveuglante. Le maître d'hôtel le conduisit à une table dans le salon privé que Madame Beaumont avait réservé. L'endroit était somptueux, avec ses boiseries dorées et ses lustres en cristal. Marc n'avait jamais mangé dans un lieu si raffiné, lui qui emmenait Claire dans des brasseries de quartier pour leurs anniversaires. À 13h précises, elle fit son entrée. Plus éblouissante encore que la veille, elle portait une robe en soie bleue qui épousait parfaitement sa silhouette et des bijoux discrets mais visiblement précieux. Tous les regards se tournèrent vers elle tandis qu'elle traversait la salle. Avec une assurance royale. « Monsieur Leclerc, dit-elle en s'approchant, la main tendue. Ponctuel, j'apprécie. » Marc se leva maladroitement, troublé par sa proximité. Le parfum qu'elle portait était différent de celui de Claire, plus sophistiqué, plus coûteux. « Madame Beaumont, merci pour cette invitation. » Ils s'installèrent et un serveur apporta immédiatement une bouteille de champagne millésimée. « Dom Pérignon 2008, annonça-t-il avec déférence. « Comme d'habitude, madame. »« Comme d'habitude, répéta Marc, surpris. Claire sourit mystérieusement. « Je viens souvent ici quand je suis à Paris. C'est l'un de mes restaurants préférés. » Pendant qu'il consultait la carte, Marc l'observait discrètement. Maintenant qu'il savait, chaque détail confirmait ses soupçons. Cette petite cicatrice sur son poignet gauche, qu'elle avait depuis l'enfance. Cette façon de froncer légèrement les sourcils quand elle lisait. C'était bien Claire, mais une Claire qu'il n'avait jamais connue. « Vous semblez préoccupé ?» remarqua-t-elle en levant les yeux de la carte. « Je réfléchissais à notre conversation d'hier, » mentit Marc. « Vous avez dit que vous vous méfiez des hommes intéressés par votre argent. Avez-vous eu de mauvaises expériences ?» Claire posa sa carte et le regarda droit dans les yeux. « Oh oui, monsieur Leclerc. J'ai été mariée autrefois à un homme qui prétendait m'aimer. Mais quand j'ai traversé une période difficile, il m'a jeté dehors comme un vulgaire déchet. » Marc. Sentit sa gorge se serrer. C'est terrible. Que s'est-il passé? J'avais perdu mon emploi, continua Claire d'une voix calme mais chargée d'émotions contenues. Cet homme, que je croyais être mon mari aimant, m'a dit que je n'étais qu'une ratée. Il m'a donné 30 minutes pour quitter notre domicile. Mon Dieu, murmura Marc, la surprenant sur son front. Le plus ironique, poursuivit Claire en sirotant son champagne, c'est que cet homme ne savait pas qui j'étais vraiment. Il pensait avoir épousé une petite comptable sans envergure. Il ne savait pas qu'il venait de jeter dehors l'une des femmes les plus riches de France. Marc ne pouvait plus respirer. « Madame Beaumont, appelez-moi Claire, dit-elle avec un sourire glacial. Après tout, nous nous connaissons si bien, n'est-ce pas, Marc? » Le monde de Marc s'écroula. Elle savait qu'il savait. Pire encore, elle avait orchestré toute cette mise en scène pour l'amener exactement là où elle le voulait. « Claire, balbutia-t-il, je peux tout expliquer. »« Oh, mais je n'ai pas fini, l'interrompit-elle calmement. « Voyez-vous, Marc, j'ai appris des choses très intéressantes sur vous cette semaine. Par exemple, je sais que vous avez une maîtresse. Sylvie Moreau, 28 ans, à qui vous avez offert des bijoux avec l'argent d'un prêt que vous n'arrivez plus à rembourser. Mark David Levide. Comment? J'ai aussi découvert que vous aviez menti à votre employeur sur vos qualifications. Ce diplôme de HEC que vous affichez fièrement? Il est faux.
Vous avez été renvoyé de votre précédent emploi pour détournement de fonds, mais vous avez caché cette information à Martineau. Mark se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Qu'est-ce que vous voulez? Claire resta parfaitement calme, savourant chaque seconde de sa vengeance. Je veux que vous compreniez qui vous avez vraiment épousé, Mark. Et surtout, je veux que vous réalisiez l'ampleur de votre erreur. Mais la plus grande surprise de Mark était encore à venir. Claire fit signe au serveur d'un geste élégant. Apportez-nous la suite, s'il vous plaît. Et assurez-vous que nous ne soyons pas dérangés. Mark S. rasset l'entertainment, les jams tremblants. Claire, écoute-moi. Je sais que j'ai mal agi, mais, mal agi, l'interrompit-elle avec un rire cristallin qui résonna dans le salon privé. Mark, vous avez détruit 8 années de mariage en 30 minutes. Vous m'avez humilié, rejeté, traité comme une moins que rien. Et maintenant, vous voulez que j'écoute vos excuses. Elle sortit de son sac à main une enveloppe en papier vélin et la posa sur la table. Savez-vous ce que c'est? Mark secoua la tête, incapable de parler. C'est une offre d'achat pour votre entreprise. Beaumont International Investment propose de racheter Martineau et Associés pour 15 millions d'euros. Soit 5 fois sa valeur réelle. Les yeux de Mark s'écarquillèrent. 15 millions? Oui. Monsieur Martineau Sarah Ravi. Il pourra prendre sa retraite dorée en Provence comme il en rêve. Ses employés garderont leur travail. Tout le monde sera gagnant. Tout le monde sauf moi, murmura Mark. Claire sourit. Exactement. Car voyez-vous, la première décision que prendra la nouvelle direction sera de licencier un certain Marc Leclerc pour faute grave. Falsification de diplôme, détournement de fonds dans son précédent emploi, prêt. Personnel non déclaré. Les motifs ne manquent pas. Mark sent at la panique à l'envahir. Claire, je t'en supplie. Je sais que j'ai été horrible avec toi, mais ne détruis pas ma carrière. J'ai des dettes, des obligations, comme c'est touchant, répliqua Claire avec une fausse compassion. L'homme qui m'a dit que je n'étais qu'une ratée me demande maintenant de la pitié. Elle se pencha vers lui, ses yeux verts brillants d'une détermination implacable. Mais je ne suis pas comme vous, Mark. Je ne suis pas cruel. Mark releva la tête, un espoir fou dans le regard. Je vais vous faire une proposition, continua Claire. Vous allez démissionner de Martineau et Associés aujourd'hui même. Vous allez rompre avec votre maîtresse et rembourser intégralement votre prêt frauduleux. En échange, je ne révélerai pas vos malversations à la police. Mais, comment vais-je rembourser sans travail? Claire sortit un chéquier de son sac. Je vais vous prêter l'argent nécessaire. 50 000 euros, sans intérêt. Vous aurez 5 ans pour me rembourser. Mark la regarda, incrédule. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que contrairement à vous, j'ai de l'honneur. Et parce que je veux que vous compreniez la différence entre nous deux. Vous jetez les gens quand ils ne vous servent plus. Moi, j'aide même ceux qui m'ont fait du mal. Elle signa le chèque et le poussa vers lui. Mais ne vous méprenez pas, Mark. Cette générosité a un prix. Vous allez quitter Paris. Vous allez refaire votre vie ailleurs, loin de moi. Et si jamais vous tentez de me nuire ou de révéler mon identité, je vous promets que vous le regretterez amèrement. Mark prit le chèque d'une main tremblante. Claire, qui es-tu vraiment? Elle se leva gracieusement, remettant ses gants en cuir fin. Je suis la femme que vous auriez pu avoir à vos côtés pour la vie, Mark. La femme qui vous aurait rendu heureux et prospère. Mais vous avez choisi de me jeter comme un déchet. Elle se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. Au fait, Mark, notre divorce sera prononcé la semaine prochaine. Mes avocats s'occupent de tout. Vous ne recevrez rien, évidemment. Après tout, comme vous l'avez si bien dit, vous ne pouvez pas vous permettre d'être associé à une ratée. Et, sur ces mots, Claire Dubois, héritière d'un empire secret et femme la plus riche de sa génération, sortit de la vie de Marc Leclerc pour toujours. Mais l'histoire de sa vengeance parfaite ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, Claire se tenait sur la terrasse de sa villa de Cannes, regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée. Elle portait une robe blanche fluide et sirotait un verre de champagne rosé, savourant la paix qu'elle avait enfin trouvée. À ses côtés, Henri Beaumont observait avec fierté la femme qu'elle était devenue. « Tu as des nouvelles de Marc ?» demanda-t-il. Claire sourit. Il travaille maintenant comme comptable dans une petite entreprise de Toulouse. Il a remboursé la moitié de sa dette et semble avoir tiré les leçons de ses erreurs. Sylvie l'a quitté quand elle a découvert qu'il n'avait plus d'argent. Et Martineau et Associés. L'entreprise prospère sous notre direction. Les employés ont eu une augmentation de 20% et nous avons ouvert 3 nouveaux bureaux en Europe. Monsieur Martineau coule des jours heureux dans sa maison de Provence. Henri leva son verre. Ton père aurait été fier de toi, ma chérie. Tu as su utiliser ton héritage avec sagesse et justice. Mais ce qu'Henri ne savait pas, c'est que Claire avait découvert un dernier secret dans les papiers de son père. Un secret qui allait révolutionner sa compréhension de sa propre histoire. En rangeant les affaires paternelles, elle avait trouvé une lettre cachetée à son nom, avec instruction de ne l'ouvrir qu'après ses 35 ans. Cette lettre révélait que Philippe Dubois n'était pas seulement un expert en œuvres d'art volées.
Il était en réalité un agent secret travaillant pour Interpol, infiltrant les réseaux de trafiquants d'art pour les démanteler de l'intérieur. Ma chère Claire, disait la lettre, si tu lis ces mots, c'est que tu as enfin découvert ton héritage. Mais sache que notre fortune ne vient pas seulement de la récupération d'œuvres d'art. Elle provient des récompenses versées par les gouvernements pour les réseaux criminels que j'ai contribué à démanteler. Tu es l'héritière d'un homme qui a consacré sa vie à la justice. Cette révélation avait bouleversé Claire. Elle comprenait maintenant pourquoi son père lui avait toujours dit « L'argent n'a de valeur que s'il sert à faire le bien ». Il ne parlait pas seulement de philosophie, mais de sa propre mission de vie. Inspirée par cette découverte, Claire avait décidé de créer la Fondation Philippe Dubois, dédiée à l'aide aux femmes victimes de violences conjugales et économiques. Elle utilisait sa fortune et son réseau pour offrir à ces femmes ce qu'elles-mêmes avaient eu, une seconde chance, les moyens de reconstruire leur vie et la force de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Henri, dit-elle en se tournant vers son mentor, j'ai pris une décision. Je veux continuer l'œuvre de mon père, mais à ma façon. Que veux-tu dire? Je veux utiliser notre réseau pour aider d'autres femmes comme moi. Des femmes qui se croient sans ressources, qui acceptent l'humiliation par peur de la pauvreté. Je veux leur montrer qu'elles ont plus de pouvoir qu'elles ne l'imaginent. Henri sourit, ému par la noblesse de ses intentions. Ton père avait raison. Tu es vraiment sa digne héritière. Alors que la nuit tombait sur la Côte d'Azur, Claire repensa à cette journée terrible où Marc l'avait jetée dehors. Cette humiliation qui lui avait semblé être la fin de sa vie s'était révélée être le début de sa véritable existence. Elle avait découvert non seulement sa fortune, mais aussi sa force, sa dignité et sa mission. Marc avait cru épouser une petite comptable sans envergure. En réalité, il avait eu à ses côtés l'une des femmes les plus puissantes d'Europe, héritière d'un empire bâti sur la justice et l'honneur. Son erreur lui avait coûté non seulement un mariage, mais aussi l'opportunité d'une vie extraordinaire. Parfois, les plus grandes bénédictions se cachent derrière les pires épreuves. Et parfois, perdre quelqu'un qui ne nous mérite pas est le plus beau cadeau que la vie puisse nous offrir. Claire Dubois avait appris que la véritable richesse ne se mesure pas en millions d'euros, mais en dignité, en courage et en capacité à transformer sa douleur en force pour aider les autres. Et cette richesse-là, personne ne pourrait jamais la lui enlever.